Et ensuite, une fois que je suis dans la course, alors j'arrive de mieux en mieux, mais ça a été un gros travail à faire. C'est vraiment à penser à moi et à ma navigation et pas, être focus sur les autres et du coup, plus penser à mes sensations. C'est vraiment moi, mes sensations, ma vitesse pour être la plus efficace. Salut Alexa, Salut. bienvenue sur le podcast des frappés. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui et ben, je voulais déjà te remercier d'avoir pris le temps pour qu'on puisse échanger puisque tu as une fin de saison, tu vas nous en dire plus, mais une fin de saison qui s'enchaîne, hein, c'est sur les chapeaux de roue. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps pour cette conversation. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Bah écoute, je te laisse peut-être commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et ton palmarès. Oui, donc bah, je m'appelle Alexa Fancelli. Donc moi, je fais du kitesurf à haut niveau et plus précisément du kitefoil. C'est, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sport nautique avec, le cerf-volant et une planche qu'on utilise sur l'eau et donc plus particulièrement, moi, c'est une planche avec, un mât dessous qui va nous permettre de décoller, et de voler à peu près à 1 mètre au-dessus de l'eau. Donc voilà, ça fait depuis 2014, je fais de la compétition et depuis 2015, je suis, sportive de haut niveau et je suis dans l'équipe de France, de kitefoil. J'ai fait pas mal plusieurs résultats en France. Ça fait 4 ans que je suis championne de France et à l'international, mes meilleurs résultats ont été une 3e place, au championnat du monde en 2018 et une 2e place au championnat d'Europe également en 2018. Voilà. Waouh, gros palmarès du coup. Sachant qu'en plus de ça, tu aussi encore étudiante, hein, si je me trompe pas, tu suis une formation à Marseille? Alors, non, je suis plus étudiante, Ah, tu l'es plus? depuis quelque temps. Ouais, ouais, ouais. Je travaille depuis 4 ans en tant que monitrice et entraîneur de kitesurf. OK. Donc, je suis, à Hyères, basée à Hyères, à l'école s'appelle le Spot Kite Center. Donc voilà, j'ai un travail à côté et de l'autre côté, bah, je mène, ma vie de sportive de haut niveau. Hier, l'Almanar. On en parlait avec, Alex Kayser qui a été un des invités aussi, sur le podcast et d'ailleurs peut-être tu pourras nous confirmer ça parce que je viens de pas très, très loin de hier, donc je suis un peu il y a un peu de chauvinisme, mais il me disait que ça souffle beaucoup plus fort à Port-Camargue qu'à Hyères. C'est vrai ça? Alors ça souffle plus fort, mais je pense qu'au niveau, des jours de vent, on a beaucoup plus de jours de vent qu'eux. Bon, tant mieux, on a ça, on a quelque chose. Top. Alors peut-être qu'on peut commencer, si par les débuts. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le kite et peut-être plus précisément dans le kite foil? Et voilà, quelles émotions est-ce que tu es allé chercher? Et qu'est-ce qui fait que, tu t'es retrouvé assez jeune au final, en haut niveau? Ben moi, j'ai débuté le kite en 2008. C'est mon père qui en faisait déjà qui m'a initiée et donc bah, c'était super de pratiquer cette activité, de plein air avec lui. Donc au début, j'étais sur une planche normale, un 20, puis un surf et en 2012, j'ai découvert le foil avec une sensation de voler un peu au-dessus de l'eau et en fait, il y a plus aucune adhérence, de la planche et on peut faire, des distances assez longues en peu de temps et du coup, on peut se balader, pendant, des heures, on va dire, peut-être pas des heures, mais pendant 1 heure, 2 heures facilement à faire plusieurs kilomètres et donc c'est ça qui m'a plu, un sentiment de liberté. Voilà. OK, et en termes de vitesse, tu vas beaucoup plus vite avec le foil? Alors, ça dépend des conditions de vent, mais on va dire que dans du vent léger, on peut atteindre vraiment des grosses vitesses en foil. Par exemple, pour une dizaine de nœuds de vent, donc environ 20-25 km/h de vent, on peut atteindre du 25-28 nœuds. Ah Donc oui, on est sur du 50 km/h, quoi. ouais, quand même. OK. Ouais. OK, donc c'est plutôt, c'est l'aspect vitesse et liberté qui fait que tu as accroché, assez rapidement, si j'ai bien compris? Exactement.
Et le haut niveau, du coup, comment c'est naturellement, du coup, que ça a évolué, sur de très bons résultats pour toi et puis l'équipe de France? Bah, écoute, en 2013, j'ai pris une année, on va dire, off. J'ai eu mon diplôme en poche et je savais pas trop quoi faire. Du coup, voilà, j'avais un peu de temps de libre et c'est un pote à moi qui m'a amenée sur ma première compète et j'ai accroché et de là, j'ai commencé à faire un petit résultat, puis un autre et j'étais de suite bien classée pour mon niveau et au fur et à mesure, ça s'est enchaîné. Puis compétition à l'international, j'ai été, repérée par Ariane Imbert qui est l'entraîneur actuel de l'équipe de France de foil Ouais. et ça s'est assez vite enchaîné avec des résultats à l'international. Et tu penses que c'est quoi qui a fait la différence pour toi dès le début comme ça? Hem, bonne question. Bonne question. Je pense que c'était un sport nouveau. Au début, il y avait, quelques filles et du coup l'engouement était là et ça a été aussi, l'envie de participer au développement d'un nouveau sport qui a fait que, bah, ça m'a lancée et j'étais assez sportive dès le départ donc j'ai fait des résultats assez tôt. Cool. Et est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur le format des compétitions? Comment ça se présente? Vous êtes combien? On parle de quelle durée? C'est quoi les grosses difficultés sur des compètes que vous avez à gérer? Alors, depuis quelques années, on avait un format qui là va évoluer avec, le kite qui rentre aux Jeux olympiques en 2024. Parce que l'entrée aux Jeux olympiques fait qu'il y aura une médaille, donc on va passer sur, un sport qui est assez individuel, qu'on va pratiquer à 2 parce qu'aux Jeux olympiques, on aura un parcours en relais mixte. C'est-à-dire qu'un homme et une femme, vont faire un couple et donc c'est ce couple qui va représenter, bah, la France ou un autre pays, en 2024. Alors qu'avant, on était en individuel. Donc moi, je courais D'accord. toute seule et en 2024, bah, on va courir, à 2. Donc le parcours, c'est donc une ligne de départ comme une régate de bateau, en fait. Ligne de départ avec un parcours, avec une bouée qui est mouillée au vent et donc ça ressemble à un triangle. On prend le départ, on va virer la bouée qui est au vent, on redescend. En général, c'est 2 tours et donc là, avec cette histoire de format mixte, donc tu as toujours le départ, sauf que là, c'est soit le garçon, soit la fille qui prend le départ. Peu On importe, c'est chaque va équipe qui choisit? Alors ça dépend. Là, sur, les dernières compétitions qu'on a eues, pendant les journées de qualification, hem, ensuite on a 2 jours ils appellent ça Gold Series. Donc tu des poules en fait, qui sont faits par rapport à ton classement sur les 2 premiers jours. Donc OK. là, c'est, le directeur de course qui choisit en affichant le drapeau qui représente des garçons ou les filles. Et ensuite, sur vraiment le dernier départ où c'est, les 4 meilleurs couples qui jouent pour le podium, bah, là, c'est au choix. D'accord. Donc Ah, c'est voilà, intéressant ça. Donc c'est ouais, stratégique quand même. ouais, il y a un peu de stratégie. Ouais. OK et une épreuve, enfin une épreuve, pas on va dire un run, ça dure combien de temps? Entre le moment où tu montes sur ton kite et où tu descends et tu passes le relais? Ben, là, au niveau des relais sur le championnat d'Europe, donc le dernier essai qu'on a eu, il y a même pas un mois, on était sur, environ 3 minutes, de rail de chacun, quoi. Donc Ah c'est ouais, super c'est court. hyper Ouais. rapide. Mmh. C'est Waouh! Ah super ouais. court, ça laisse pas le droit à l'erreur, donc voilà, on espère que pour les prochains événements, ce sera un peu plus grand parce Ouais. qu'on reste un peu sur notre faim au final. Et beh, il y a une distance déjà, comme ça devient un sport olympique, j'imagine que c'est hyper, structuré? Exactement, bah, là, la bouée au vent, elle était à un peu moins d'1 mille. Ensuite, on était sur un lac et hem et du coup, avec beaucoup de profondeur, ils pouvaient pas mouiller les bouées où ils voulaient. Donc D'accord. peut-être que cette difficulté a fait qu'on a eu un parcours réduit, donc on verra, sur les autres lieux de compétition. Mais OK. normalement, c'est un peu plus long quand même, Ouais. Enfin, ouais. j'imagine que c'est quand même pas 10 minutes, quoi. Si quand tu dis c'est un peu plus long, c'est dans quelle proportion?
Ben, on est au moins à 6 minutes. Alors là, du coup, c'est ce qui était très court, c'est que on fait seulement un tour chacun et on passe le relais. Donc le cumulé fait qu'on tourne à 5-6 minutes environ et normalement sur un parcours, type normal où on est individuel, on court, alors ça dépend des niveaux, mais entre 10 et 18 minutes. Donc D'accord, ah oui, ouais, c'est quand même, c'est un petit c'est quasiment le double, ouais, voilà. waouh, OK. Alors, si on rentre dans le vif du sujet du coup, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui touche à la préparation mentale et bah, la préparation en général, comment tu fais pour, par quelles étapes est-ce que tu passes toi, toi Alexia pour te préparer mentalement quand tu sais que tu as que 3 minutes pour faire la différence? Bah, du coup, je suis suivie depuis, quelques années par un préparateur mental. Ah! Ouais, donc ça c'est un avantage, ça permet, de se préparer. Ensuite, je dois t'avouer que les championnats d'Europe, c'était une première et que du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit si court. Donc ensuite, une fois qu'on est sur l'eau, enfin moi personnellement, une fois que je j'arrive sur l'eau, je teste le parcours, j'essaie de voir, s'il y a des avantages à partir sur un plan d'eau à droite ou à gauche ou à rester plutôt centré. On essaie de voir par rapport à la météo aussi et puis quand, le départ se lance, ben, j'arrive à me mettre dedans dès le départ et et ça joue quoi. Et quand tu dis te mettre dedans, il se passe quoi exactement? Tu es concentré sur, des éléments techniques, comment tu manipules ta voile? Ou est-ce que tu penses, tu laisses place complètement au réflexe, au naturel? Ou ça se présente comment pour toi? Donc bah, dès le départ, il va y avoir le positionnement qui va être important par rapport, aux autres filles. Ouais, Donc par rapport à ça, ben, on essaie, de s'imposer. Donc chaque fille essaie de s'imposer, donc de faire sa place et ensuite une fois que je suis dans la course, alors j'arrive de mieux en mieux, mais ça a été un gros travail à faire. C'est vraiment à penser à moi et à ma navigation et pas être focus sur les autres et du coup, ne plus penser à mes sensations. C'est vraiment moi, mes sensations, ma vitesse, pour être, la plus efficace possible parce que je me suis rendu compte que quand, je regardais un peu trop ce qui se passait autour de moi, j'allais un peu moins bien, quoi. Mmh. ah, c'est intéressant ça. Et tu l'as fait comment? Comment tu l'as eu ce déclic, ce changement d'état d'esprit? C'est grâce à ton coach? Ou l'expérience ou un mix des 2? Un peu des 2, ouais. Et avec le travail avec le coach, tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour t'aider du coup à opérer, entre autres, hein, ce changement? Bon, on essaie de faire pas mal de visualisation, d'enlever, les aspects négatifs en navigation, de penser que du positif à ce qu'on a envie de Ouais. faire. Enfin, à ce que j'ai envie de faire, du coup et puis, ouais, c'est un travail sur le long terme, qui a apporté ses fruits, pas mal de visualisation et de penser à ce que je veux. Et ça, c'est un exercice que tu fais pour des échéances à plus long terme comme les jeux notamment? Alors je dois t'avouer que je pense enfin, c'est pas si loin que ça, mais c'est encore assez éloigné et donc là avec toutes les échéances qu'on a eues en peu de temps, non, je pensais pas, aux Jeux olympiques, OK, pour l'instant. ouais. Ouais. Et tu as déjà une idée de comment tu vas commencer à préparer tout ça? Enfin, à organiser toute cette phase de préparation pour les jeux justement? Bah, c'est difficile à mettre, en place vu que je travaille à côté. Mais Ouais, là, j'ai déjà prévu un gros entraînement, physique hivernal, donc pour OK. commencer à être en forme. Et ensuite, bah, ça va se construire au fur et à mesure avec, les prochains événements qui auront lieu l'année prochaine. Enfin le but, ça va être d'être, au maximum de ma forme, au meilleur de ma forme, en 2023. Et ça vous avez une sorte de feuille de route avec la fédé qui vous aide, pour tout préparer ou vous êtes relativement autonome? Non, on est assez autonome. Là, il y a rien qui est enfin, on n'a pas de feuille de route. OK, OK. Cool, c'est intéressant de voir l'impact du coup de toute la partie, préparation mentale et comment tu as
tu as tiré des enseignements pour, modifier la façon dont tu gères tes courses, c'est intéressant. Ouais. Si on reste sur la partie, gestion mentale et préparation, est-ce que tu as déjà eu, à faire face à une situation, alors soit de blessure, soit de, vraiment de grosses galères imprévues du genre, je sais pas si ça peut arriver, mais, ton foil se casse ou ce genre de choses? Hem, bonne question. Hem Je les enchaîne, hein. Alors au niveau de la casse, ça m'est arrivé de casser des bridages, dans un emmêlage, mais du coup, ben, tu rentres au bord assez rapidement et tu changes d'aile. Mais je touche du bois parce que j'ai encore jamais cassé mon foil, donc ça, c'est déjà pas mal. Sinon, grosse galère, Sachant, pardon, hein, Alexia, mais sur les pépins techniques, que tu évoquais, ta course, elle est finie si t'arrive un truc comme ça, j'imagine? bah, alors, va y avoir plusieurs cas. Va y avoir le cas où c'est à cause de quelqu'un que tu as de la casse matérielle, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui t'a coupé une priorité, parce que du coup, c'est comme, enfin, pour que ça se passe bien en régate, il y a, il y a des règles, hein, c'est comme les règles, enfin les règles de la route, Mmh. hein, le Ouais, code. C'est-à-dire que tu as des priorités, des trucs comme ça. Donc, si quelqu'un t'a grillé une priorité et donc que c'est de sa faute, bah t'as beau avoir loupé ta course ou peut-être une course après, tu vas pouvoir, si tu arrives à bien te défendre, récupérer ces courses, donc être OK. classé. Donc, dans ce cas-là, bon bah tu perds, mais tu peux avoir le temps de changer de matériel parce que tu as du matériel en double, ou bien prendre une voile plus petite ou plus grande que tu as déjà enregistrée. Ce qui est pas Ensuite, super optimal, si je me trompe pas, hein, parce ben non, que c'est pas optimal du tout. Ça dépend les conditions, ouais, mais disons que s'il y a 8 nœuds de vent et que ta plus grosse voile est morte et que tu dois prendre une plus petite, bah là, là c'est la galère. ouais. Mais, mais ensuite, si tu es sûr d'avoir eu la priorité, tu peux te faire reclasser sur toutes les manches du jour. Donc ça, c'est cool. Ah oui, Ça permet, ben, malgré qu'il y ait des imprévus comme ça ou de la casse, ça permet de toujours rester dans la course. Donc ça, c'est top. Ensuite, bah, si c'est toi qui es fautif et que tu as cassé ton matériel, bah là, c'est tout pour toi, quoi. ouais, là, Donc c'est pour ta pomme, ouais. exactement. Donc tu le matos qui est cassé et puis en plus, bah, tu as toutes tes manches, qui sautent. Donc vaut mieux, essayer d'éviter, Ouais, les problèmes, les emmêlages. ouais, clairement. Et du côté des blessures, c'est alors j'espère pas, hein, je te le souhaite pas du Blessure, tout, mais c'est mmh, toujours intéressant de voir comment les sportifs, surtout de haut niveau, gèrent ce genre de, j'allais dire d'imprévu, mais ça arrive quand même, c'est quand même commun dans le sport de haut niveau, donc je me demande si tu as déjà eu à affronter, ce genre de situation? ouais, j'ai déjà eu entorse à la cheville. Hem, Entorse à la cheville, c'était il y a 3 ans. C'était, entre 2 compètes, mais bon, j'ai eu de la chance, c'était assez éloigné au niveau des événements. Donc, j'ai eu le temps de m'en remettre. Mais, psychologiquement, ça a été assez dur. J'ai chuté en fait sur un jibe, donc sur un changement de bord, où le pied il est resté dans la planche Aïe, et psychologiquement j'ai eu un petit peu du mal à réengager ce changement de bord de ce côté-là pendant un petit moment. Enfin donc j'y allais mais doucement. Donc ça ouais, s'est joué pas mal sur de la visualisation pour arriver à passer ça. Mais ça va, c'était une petite blessure. Et puis l'hiver dernier, en fin de saison, il y avait plus aucun événement et tout, sur une session où je me suis amusée, je suis venue, impacter, ma jambe gauche sur le sable et en fait, donc il y avait un peu d'eau, donc ça a retenu la chute et en fait, j'ai eu un œdème dans le plateau tibial, externe de donc c'était à l'intérieur de l'os, j'avais un œdème dans l'os et du coup ça a mis 3 mois et demi avant de se soigner, donc ah toute la ouais, préparation hivernale a été arrêtée et ouais et donc ça a été assez long, ça a été un gros break quoi, disons. Mais ça va, là, je suis remise, depuis le début de la saison, je suis remise et j'ai plus eu aucune douleur, dans ce genou. Mais ça a été assez ouais. long.
Et ça, comment tu l'as géré? Parce que voir 3 mois de préparation, partir en fumée sur une blessure, j'imagine que c'est un coup dur quand même? Ça a été assez dur. Je partais juste en vacances à ce moment-là, donc bon, j'ai Ah fait ouais. les vacances au soleil, en béquille et j'ai pas pu m'entraîner. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de kiné. J'ai eu un mois de béquille et en fait, direct après, l'accident, 1 semaine après, j'étais en kiné. Donc ce qui est cool, c'est que j'ai pas perdu beaucoup au niveau de la musculature. Donc, Ouais, heu, donc une fois que j'ai fait 3 mois et demi de kiné et donc c'est le kiné et le médecin qui m'ont autorisé à reprendre le kite. Mais donc, l'avantage, c'est que j'ai pas perdu en musculature et j'ai été de suite prise en charge. Donc ça, c'est bien passé, quoi. Et tu pas après, perdu ben, quoi. à côté, ça a été de la visualisation pour la partie sur l'eau. Mais bon, ça va, c'est passé ça s pardon, j'ai eu l'accident durant, la période hivernale, donc c'est le moment où on passe un peu plus de temps en salle, un petit peu moins sur l'eau parce que il fait froid, les sessions sont un peu plus courtes. Donc donc j'ai perdu du temps. Il y a eu, un moment sans naviguer, mais ça a pas été non plus, dramatique Mmh. pour mon sport. Et par curiosité, c'est moins traumatisant le kite foil que le kite, classique? Oui, Pour complètement. les musculairement, je veux dire, hein, ouais. Bah, en fait, tu vas avoir beaucoup moins d'impact. Ouais, Ensuite, tu risques de te faire mal, sur une chute. Les chutes quand tu vas perdre l'équilibre risquent, de faire plus mal parce que en soi, on atteint des vitesses, assez élevées ouais, et on peut avoir les comme je te disais là, un pied qui reste coincé dans le strap ou quoi. Mais maintenant, on arrive quand même à s'éjecter assez rapidement, à savoir enfin moi personnellement, j'arrive à tomber d'une certaine façon où je me fais un peu moins mal. Ensuite, bon, mon ostéopathe, il me voit, quelques fois dans l'année quoi, mais mais sinon, ça va. ouais, tu as la carte VIP, chez le kiné ou l'ostéo, ouais. C'est ça. Mais bon, en OK, soi, ça va, c'est beaucoup moins traumatisant. Dans, en discipline freestyle, ils vont venir, à chaque réception de saut, ils vont venir impacter au niveau des genoux. C'est au niveau, il va y avoir des blessures au niveau des épaules, donc genoux, un peu moins les chevilles parce que maintenant ils ont les pieds accrochés, à leur board avec des boots. Mais par contre au niveau du traumatisme, il n'y a rien à voir entre un freestyler et nous les foilers. ouais. Ouais, Bon, quelque part, c'est une bonne nouvelle en termes de longévité, c'est ça. c'est peut-être pas plus mal. C'est ça. Hem, alors, la prochaine question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à tu disais tout à l'heure que c'était un sport, le kitefoil, c'est enfin le kite d'ailleurs en général, mais peut-être de ce que j'ai compris encore plus le kitefoil, une discipline assez neuve, assez nouvelle. À quoi ça ressemble du coup, du côté de l'équipe de France? Vous avez déjà une organisation bien en place? Parce que je crois que vous dépendez, si je me trompe pas, de la Fédération, française de voile. Mais Oui, c'est ça ça. ressemble à quoi du coup en termes de dynamique? Vous avez quand même des stages? Vous êtes relativement nombreuses? Alors, donc il y a eu une évolution cette année parce que donc on avait déjà l'équipe de France l'année dernière, et les années précédentes, équipe de Ouais, France. Heu, il y avait l'équipe relève et ensuite, les personnes qui étaient en pôle espoir. Donc ça, OK. c'était les années précédentes. Cette année, il y a eu l'annonce des Jeux olympiques en 2024. Pardon, il y a eu l'annonce cette année en 2020, ou fin 2019, que le kitefoil ferait son entrée aux Jeux olympiques en 2024. Donc il y a eu une accélération du système, du coup pour le kitefoil. Ce qui s'est passé cette année, donc au niveau international, les garçons, on a un très, très gros niveau chez les garçons. On a, les 4 membres de l'équipe de France qui font partie du top 8 mondial. Ah ouais, Donc d'accord, ça 50. c'est ouais, ça c'est énorme et encore cette année, au championnat d'Europe individuel, on a les Français qui se classent premier, deuxième, quatrième et un dernier Français qui a dominé tout l'événement, mais qui s'est planté sur le dernier jour, qui finit 10e, mais sinon,
ils auraient pu faire les 4 places, 4 Français. Waouh! Donc ouais, non, c'est assez bien à ce niveau-là. Et par contre, au niveau des filles, donc moi, j'ai fait 6e cette année au championnat d'Europe. Le niveau à l'étranger a énormément augmenté. Et ensuite, les autres filles, elles se classent 8e, 12e et ensuite un peu plus loin. Donc, il y a quand même une forte progression chez les filles possible. Du coup, depuis cette année, il y a un programme qui s'est monté. C'est le programme L de Kite. Ça a commencé l'année dernière avec de la détection et depuis cette année, ça regroupe les filles en équipe de France, relève, pôle espoir et à fort potentiel pour les Jeux olympiques. Et du coup, on a 1 à 2 semaines de stage d'entraînement par mois. Alors, quand je dis 2 Ah oui, semaines, c'est 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, 2 fois par mois d'entraînement. c'est énorme. Voilà. Ouais, c'est énorme. Ça a été un accélérateur après le confinement. Après le confinement, on a eu 4-5 stages d'affilée. Donc à chaque fois, entre 3 et 5 jours. 5 jours, on n'a pas eu souvent. C'était plutôt entre 3 et 4 jours en fonction des conditions de vent et puis de la possibilité aussi d'y aller au stage. Parce que bon, à côté, moi je travaille, donc faut se rendre disponible aussi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et donc ça a été un gros accélérateur après le confinement et du coup moi après ma blessure parce que du coup j'ai pas beaucoup navigué entre ma blessure et le confinement cet hiver. Mais donc ça c'était top, ça a été un gros accélérateur et en plus des stages équipe de France et relève. Parce que moi du coup je suis en équipe de France. Ouais. Voilà. Et vous travaillez quoi sur ces stages du coup? C'est vraiment de la technique? C'est de la préparation physique? C'est un peu de tout? Alors ça va être plus sur l'eau que préparation physique en soi. La OK. préparation physique, on l'a fait à côté. Ça va être plutôt des stages sur l'eau où bah là, ça va être des points techniques, de la tactique, de la stratégie, pardon. Donc avec briefing, débriefing, partie en salle des fois pour parler un peu plus de météo. C'est assez large. C'est D'accord, c'est vraiment intéressant. ouais, météo, OK. stratégie, règles de course. C'est vraiment assez varié. Ensuite, sur l'eau, ben, ça va être des courses avec différents parcours, Ouais. des départs, des points techniques comme les virements, les jibes, enfin un peu de tout quoi. C'est assez varié. Ça dépend des stages. Il y a des thèmes des fois il y a pas de thème. Ça dépend. OK. Enfin, de plus en plus, j'essaie de faire des stages à thème. OK. Et toi, si tu regardes cette équipe de France, tu dirais que c'est quoi, que tu apportes de différent? Tu as comment on dit? La patte, Fancelli, ce serait quoi? Que j'apporte à l'équipe de France? Ouais, ou que Heu, tu vois tu vois que tu apportes toi de enfin, ou en tout cas que tu vois chez toi de particulièrement fort peut-être par rapport aux autres membres de l'équipe de France? Parce que j'imagine que vous avez chacune, peut-être un peu vos spécialités quelque part? Bah, du coup, en équipe de France, je suis la seule fille, j'ai été là, ces dernières années, la seule fille sélectionnée. Donc, on va dire que pour l'équipe de France, j'apporte ma touche féminine parce que là, du coup, je suis qu'avec les garçons. Et par contre, au niveau du stage L de Kite où là, du Ouais. coup, là, du coup, on est que les féminines et de temps en temps, les garçons, se rajoutent à nous. Donc là, ouais, je vais plutôt apporter mon expérience parce que, alors il y a des filles qui courent depuis un moment, mais il y en a qui sont un peu plus jeunes aussi. C'est intéressant que tu sois la seule, sélectionnée, depuis quelques années tu dis, hein? Bah, du coup, alors au niveau de la FF voile, ça fait 2 ans, c'est la troisième année qu'on est, sous, ou pardon, que c'est la Fédération française de voile qui nous fédère parce qu'avant on était sur la Fédération française de vol libre et donc OK. en tout cas ces 2 dernières années, j'ai été la seule française, sélectionnée en équipe de France par rapport aux résultats internationaux. Excellent et comment tu gères ça, par curiosité dans ta vie de tous les jours? Parce que tu disais, voilà, tu as un job à côté, c'est justement un sport qui est relativement neuf donc bon après tu vis ailleurs donc j'imagine qu'ailleurs c'est quand même, relativement connu comme sport mais
Tu as vu une évolution du coup dans, je sais pas, les gens que tu fréquentes, le regard du public sur ton sport, au fur et à mesure qu'il prend de l'ampleur et maintenant qu'il est, officiellement un sport olympique? Non, je dois t'avouer que j'ai pas trop vu, d'évolution par rapport aux gens, en soi. Enfin, en tout cas, moi, les quand je vais naviguer sur la plage, il y a mes bandes de copains, on va dire, parce que j'ai ma bande de foil, enfin j'ai mes amis ensuite qui font du strapless ou du swing tip à côté. Donc je connais pas mal de monde et pour ça, il y a jamais eu de tabou ou quoi par rapport au fait que je fais des résultats. Mais c'est un peu pareil pour les garçons qui sont à haut niveau. Je OK, pense on est assez facile d'accès et enfin il n'y a pas de problème par rapport à ça. ouais. Enfin, c'est une grande famille, quoi, le kite, je Ouais, dirais. ouais. Ouais, je c'est un peu, bon, j'ai pas du tout connu cette, époque, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même état d'esprit que peut-être la planche au tout début, cool, accessible, population relativement jeune, j'ai l'impression. Parce que toi, tu es jeune, mais je crois que les garçons, c'est un peu pareil dans l'équipe? Alors dans l'équipe, ouais, je suis la plus vieille. Ah ouais, tu ah ouais? Mais ouais, ben, j'ai 27 ans, plus pour longtemps parce que dans un mois, c'est mon anniversaire, mais ouais, non, je suis la plus vieille. Ensuite, les gars, ils ont entre 22 et 25, je crois. Ah 26 peut-être ouais, pour Maxime. d'accord. Ouais, Maxime, il a 26, je crois, OK, ou près. c'est intéressant et c'est Ouais. quoi la durée de vie, on va dire, à haut niveau sur le bon, après la discipline est toute neuve, mais, ou plutôt toi, comment tu te projettes? C'est quelque chose que tu envisages, bah, j'imagine qu'à à moyen terme, oui, puisqu'il y a les jeux, mais, tu commences déjà à réfléchir à, en quoi pourrait se transformer ta carrière actuelle de sportif de haut niveau? Écoute, je sais pas trop là, c'est vrai que l'objectif principal, c'est les jeux olympiques en Ouais, 2024. Vraiment, c'est ça. Mon but, c'est d'être sélectionnée donc là, pour l'instant, c'est mon objectif et puis on verra après. sachant que Et les jeux, ils puis vont si en d pardon, vas-y. alors la sélection se fera en 2023 donc si jamais en 2023, je suis pas sélectionnée, ben, écoute, je vais te dire que je verrai à ce moment-là. Pour l'instant, Ouais, non, mais il y a pour pas de l'instant raison. Avec la bonne préparation mentale que tu fais, ça va passer. j'espère, on verra. En tout cas, là, les filles, elles poussent de plus en plus et ouais, c'est pas facile, mais bon, il y a encore, 2 ans, 3 ans pour être au top là, Ouais. bon, C'est on ça que verra. je trouve fou parce que tu es pas la première avec qui, j'échange sur la préparation pour les jeux. Et ce que je trouve fou, c'est enfin ma grosse question, c'est comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Comment toi tu arrives à garder cette détermination pour un objectif qui est dans, bah, ouais, dans 4 ans? Hem, tu penses, sur chaque run à l'entraînement, sur chaque régate ou, comment tu gères la motivation pour que ça dure, autant à long terme? Bah, comme je te disais tout à l'heure, pour l'instant, j'y pense pas trop, enfin, pas tant que ça. C'est plutôt, je pense à la compète là qui va avoir lieu demain et puis ensuite, la semaine prochaine, ça va être le championnat de France et puis au fur et à mesure et voilà. Enfin, ça me plaît, je suis passionnée par ma discipline et les compétitions, ça me plaît. Concourir, ça me plaît donc voilà, ça se fait un peu, naturellement, on va dire. Comme ça vient au feeling, Ensuite, ouais. c'est vrai que on est un sport jeune, assez fun, donc je sais pas vraiment comment ça se passe dans d'autres disciplines où là, tout est pesé, au niveau de l'alimentation, du nombre, d'heures de préparation physique par semaine, du nombre d'heures, d'entraînement sur l'eau. Enfin là, pour l'instant, je dis je suis en train, enfin j'ai ma vie professionnelle et ma vie sportive à côté, donc je fais au mieux que enfin je donne mon maximum sur les 2 domaines et puis pour l'instant ça passe donc j'espère, avoir des facilités dans, les années à venir avec ma fédération ou d'autres sponsors pour pouvoir me consacrer encore plus à ma vie sportive et pour que ça devienne vraiment,
on va dire, ma profession comme comme d'autres sportifs de haut niveau actuels, pour vraiment me consacrer qu'à ça et du coup à cette préparation olympique. Mmh. Et ça donne quoi du coup actuellement en termes de sponsoring? Les JO, ça représente quel investissement? Et la réalité, dans ta discipline en France, c'est quoi? C'est compliqué de trouver du sponsoring ou, comment ça fonctionne? Ouais, du coup, alors, heu, Plusieurs questions en alors une question. ouais, alors, au niveau du sponsoring matos, donc, tu les marques t'as 4 grosses marques, on va dire, au niveau des kites, à peu près pareil au niveau des foils. Donc, elles sponsorisent les garçons qui font du développement, du matériel. Par exemple, en équipe de France, tu as, Théo de Ramcourt qui est sponsorisé par, la marque Flysurfer et qui développe le matériel et qui teste le matériel. OK. Donc, ensuite tu as Axel Mazella et Nico Parlier qui font exactement la même chose pour Ozone et du coup qui sont sponsorisés par Ozone. Tu as Benoît Gomez aussi, un Français. Ouais, les Français, ils sont bien positionnés, les garçons, qui fait exactement la même chose aussi pour F1. Et donc lui, Ah, F1, ouais. c'est un jeune qui fait partie de la relève française et qui, je pense, va bien marcher dans les prochaines années. Et au niveau des filles, tu vas avoir quelques filles à l'international qui sont connues ou qui sont, championnes du monde et qui du coup vont être sponsorisées au niveau du matériel. Et après, moi par exemple, je vais avoir des prix, mais, à part un prix parce que j'ai un classement IKA, sinon, je vais pas avoir, de sponsoring au niveau du matériel. Ah ouais! Ensuite, ce qu'il faut, c'est trouver d'autres sponsors à côté. Donc moi, là, je suis à la recherche de sponsors financiers que j'ai pas encore trouvé. Mais bon, voilà. Ça va venir, j'espère, avec l'appel des Jeux olympiques. Avec l'appel des Jeux olympiques. Et ensuite, ben, c'est trouver d'autres partenaires à côté. Moi, par exemple, bah, au niveau de ma préparation physique, j'ai So Good. C'est un groupement de salles de sport qui me sponsorisent. Donc, Ouais. bah, ma préparation à l'année, j'ai un préparateur physique qui est d'ailleurs une amie qui fait du kite aussi et qui est préparateur physique à So Good, du coup, qui suit ma préparation physique et celle de Théo de Ramcourt aussi. J'ai une marque française qui me sponsorise au niveau du néoprène, c'est Sorus. Et OK. ensuite, à côté, ben, je suis à la recherche de sponsors financiers pour, m'aider dans ma préparation et mon projet olympique. Là, en faisant des devis et tout, en chiffrant sur beaucoup d'entraînements, les déplacements, etc., on obtient une facture annuelle aux alentours des 60 000 euros. Ah ouais, quand même. Ouais, quand tu comptes le matériel qu'il te faut à l'année, enfin avec double quiver pour être sûr de pas avoir une galère, quiver d'entraînement, quiver de compétition, etc. Donc ouais, sur un gros budget, on est autour des 60 000 euros l'année. Waouh! Et le poids là-dedans, un foil, ça coûte combien pour avoir une idée à peu près? Un foil, ben là par exemple sur les derniers Levitas qu'on a achetés, enfin que la fédération du coup a acheté pour les filles, on est sur 3008 le foil, Ah ouais, quand même. sans compter la planche du coup. Et là t'as un foil. Ouais, et T'as il pas t'en un faut, deuxième foil ouais, au cas ouais. où il y a un souci. Waouh, ouais, donc c'est un sacré budget quand même. Ouais. OK, bah, écoute, j'espère que le podcast, je te l'avais dit, hein, je garantis rien du tout, mais qui sait? Peut-être qu'il y aura Bah, c'est un déjà sympa. un partenaire, potentiel, mais ouais, OK, c'est un budget. C'est intéressant de voir que enfin intéressant, je sais pas si c'est intéressant, mais c'est étonnant de voir qu'il y a un attrait, de la part des marques, complètement différent, pour la discipline chez les hommes et chez les femmes. Ben, on était sur un sport individuel au début, c'était les garçons qui faisaient les meilleurs résultats et qui allaient le plus Ouais. vite et qui sont au développement, et cetera. Ensuite,
Là, il y a déjà pas mal de personnes sponsorisées, donc je sais pas s'ils vont ouvrir encore plus leurs équipes ou pas, mais Ouais, je ne pense pas. Mais là, l'objectif, enfin moi personnellement, l'objectif c'est vraiment de trouver un sponsor financier pour pouvoir acheter le matériel que je veux et celui qui me correspond le mieux, quoi. ouais. OK, bah, écoute, on va croiser les doigts, hein, faire en sorte que ça arrive, rapidement pour que tu puisses t'éclater. Hem, Top, Alexis, on arrive quasiment déjà à la fin. J'ai peut-être une dernière question pour toi, tu vas voir, ça va encore être une bonne question. Hem, Si tu regardes ton parcours en kite depuis tes débuts, toute l'expérience que tu as acquise et ton palmarès actuel et le potentiel que tu as encore devant toi, quel quel con qu'est-ce qui a fait la différence, selon toi? Hem, je pense que c'est l'investissement que j'ai mis dès le départ. Ouais, Ouais. donc en Je le pense que temps, c'est l'énergie? l'investissement, ouais, que j'ai mis dès le départ. Ensuite, bah, d'ailleurs, on l'a vu, dès le départ, j'ai fait des bons résultats. Ensuite, il y avait, moins de filles que maintenant. Là, avec l'affluence des jeux olympiques, on est beaucoup plus nombreuses, ça, c'est sûr. Et sur les 2 dernières années où du coup, j'ai bossé à temps plein, donc c'était assez dur, donc moi, je fais des saisons. Je bosse, d'avril à mi-novembre. OK, Et donc ces 2 dernières années où du coup j'étais à temps plein et j'ai pu passer beaucoup moins de temps sur l'eau parce que, ben, c'est moniteur et entraîneur de kite, c'est quand même un métier assez physique. On gère la sécurité de plusieurs personnes, sur l'eau, des fois dans des conditions de vent assez fortes. C'est pas alors, tous les métiers, sont difficiles, hein, mais c'est sûr que c'est un peu plus fatigant que si j'étais, derrière un bureau, assise, ouais. tranquillement. J'aurais envie d'aller à l'extérieur, mais là, d'encaisser, des fois le froid et cetera selon certaines périodes, c'est assez fatigant. Donc c'était très dur, d'aller sur l'eau après pour s'entraîner. Je me sentais vraiment épuisée, physiquement et mentalement. Et en fait, j'arrivais sur les compétitions avec, quasiment 0 entraînement et en étant fatiguée. Et donc, autant j'ai pris de l'avance au début, autant, ces 2 dernières années, il y a les autres filles qui sont arrivées et qui m'ont rattrapée et sont passées devant plutôt. Et donc ça a été assez dur à le vivre mentalement, surtout, avec mon investissement qui a diminué. Et du coup, c'est pour ça que cette année, je me suis mis à mi-temps, pour pouvoir arriver un peu plus à gérer les 2. Bon, je dois t'avouer que du coup, j'arrête quand même pas, mais j'ai plus de temps pour moi, pour l'entraînement. Et ce sera du coup peut-être le mot de la fin, mais quel conseil tu pourrais donner par rapport à ce que tu viens de nous partager? Ben, je pense que quand on a des objectifs, faut y aller à fond et même si c'est dur, physiquement et mentalement, faut tout donner pour réussir. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Alexia, c'est ce qu'on retiendra. Merci à toi. Encore une fois, merci pour ton temps. Je mettrai tous les liens, pour tes sponsors, tes différents comptes sur les réseaux pour que les gens puissent te suivre et écoute, bon courage pour ce week-end, pour les championnats de France qui arrivent, dans 10 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça commence le 20, c'est les inscriptions, ça commence le 21. Donc OK, à peu près, bon. par là. On va croiser les doigts et écoute, tout le meilleur pour la suite de ta carrière et on espère que tu te trouveras, les sponsors qu'il te faut, que ce soit financier ou en partenariat et encore une fois, bon vent pour la suite, Alexia. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Frappés jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura intéressé, même inspiré, pour vos différents projets, qu'ils soient pro ou perso. Je vous invite à nous faire parvenir vos commentaires, vos feedbacks, vos suggestions d'invités également, directement par email à contact@lesfrappés.com. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!